Tristan Edelman, bonjour. Bonjour Thierry. Comment vas-tu? Ça va bien, quelle énergie. Écoute, je suis très content de te recevoir ici dans le sud de la France, dans un cadre assez sympathique. Donc on voit autour de toi ton livre, celui que tu viens de publier, aux éditions Talma, donc Les Indomptables, au-delà de l'effondrement, préfacé par Louis Fouché. Rien que ça pour le coup. Et du coup je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour la chaîne humaine, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre, quel est ton parcours, et puis comment est-ce que tu vois les choses suite à l'écriture de ce livre, suite à sa publication, comment ça a été reçu, quelle rencontre ça t'a permis de faire, quelle énergie derrière ça t'a permis de recevoir et d'apporter aux gens. Donc je te propose qu'on commence directement par ton parcours. Donc tu as un parcours qui est très éclectique et très complet pour le coup, mais je te laisse un petit peu m'expliquer ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement jusqu'à l'écriture de ce livre. Voilà. Alors mon parcours, moi j'ai grandi dans un milieu bourgeois, intellectuel, qui m'a beaucoup influencé et qui ont été eux-mêmes des acteurs de mai 68, de l'après-guerre et de mai 68. Donc toute la critique de gauche, on dirait aujourd'hui d'ultra-gauche, avec tout ce qui est biopouvoir, anticapitalisme, la réflexion sur l'éthique, une nouvelle technologie ensuite. Donc vraiment baigné dedans depuis le début, j'ai grandi avec ça. Bien sûr, sur les problématiques du genre, de la décolonisation, toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui sous un nouveau jour. Donc j'ai fait toutes les grandes institutions, le lycée Henri IV, la Sorbonne, le Conservatoire national de Boulogne, etc. Et tout ça m'a porté en fin de compte à devenir danseur, chorégraphe, musicien, d'une part, et d'autre part énergéticien, thérapeute énergétique on dirait aujourd'hui. Avec tout ce qui est l'énergie, on met dedans le magnétisme, le massage, les points de pression, les exercices de mouvement, le dialogue, les méditations. Bon, voilà. Et j'ai toujours j'ai évolué à partir de ces deux champs, aussi un peu en réaction au côté ultra rationnel et intellectuel et scientifique dans lequel je suis. Ce qui m'a valu d'être censuré très rapidement par l'État, puisque dès que tu te mets un petit peu à part, dès que tu es critique, tu es très vite censuré. Ce qui a été une bonne chose en un sens, parce que ça m'a permis pendant 25 ans de me constituer, comment se constituer dans un milieu hostile, à la fois financièrement, parce que du coup tu n'as pas de subvention, à la fois politiquement, parce que on te fait bien sentir, les politiques, si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu sois politiquement correct. Évidemment, culturellement, parce que du coup, toutes mes œuvres ont été ostracisées. Et puis humainement, parce que quand tu es dans la misère, que tu es sous le sceau de la dénégation et du silence, personnellement, c'est très dur à vivre et à survivre. Et je remercie là tous les artistes qui m'ont suivi dans toute cette aventure. Et on a été d'ailleurs aujourd'hui jusqu'à faire Art Vivant Libre avec Céline Magrier, qui est un gros collectif d'artistes résistants, on pourra revenir dessus. Donc cette période de censure m'a en fait formé. C'est-à-dire qu'une fois que tu passes, tu survis à cette censure, tout ce qui me tue pas renforce. En fait, j'ai fait autant de créations que mes camarades qui étaient subventionnés. Sauf que on est beaucoup, entre guillemets, on est beaucoup plus adulte quand on est dans la marginalisation. Parce que ça veut dire qu'on doit apprendre à faire avec des bouts de ficelle, on a compris les compromis, jusqu'où on peut aller, et qu'est-ce qu'on refuse. Du coup, l'ego, enfin, on va dire, la personnalité des artistes qui est attaquée à ce moment-là ressort de manière plus forte. Il faut faire avec ça. Je vais te donner un exemple. J'ai été en résidence au théâtre Toursky pendant les Gilets jaunes. Et par hasard, j'ai dû défendre, j'ai dû parler de mon entreprise dans Plateau d'Aix, je crois que ça s'appelle, c'est pas loin d'ici.
où tu as un incubateur des 50 entreprises les plus innovantes. Moi, j'étais dedans, un peu vraiment presque par erreur, j'ai envie de dire. Et quand j'entendais les entrepreneurs parler des entreprises à coups de millions, à coups de salariés, etc., moi, je suis rentré en disant, écoutez, c'est très simple, nous, on est en déficit permanent, on n'a aucun salarié, on est sur du bénévolat et on galère tout le temps. Donc, ils étaient un peu comme ça, mais j'ai dit, écoutez, je pense que vous n'arriveriez pas à gérer l'entreprise que j'ai. Au bout de 6 mois, vous faites tout un burn-out. Parce que gérer une société, une entreprise, un collectif, tout ce que tu veux, dans une situation de marginalisation, il faut être 100 fois plus armé, 100 fois plus conscient qu'un chef d'entreprise qui sort de ses écoles de commerce, qui a une bonne idée et qui a fait cela. Bon, voilà. Après cette période-là de formation, où je développe tout mon art et mon art énergétique, arrivent les gilets jaunes. Les gilets jaunes, je comprends tout de suite ce qui se passe, puisque j'étais formé. Je fais le premier groupe gilets jaunes à Marseille, qui s'appelle les gilets jaunes Toski, justement dans ce théâtre-là. Et puis là, c'est une grande aventure qui arrive, dont on pourrait parler évidemment 10 heures, puisque les gilets jaunes, à mon sens, ont à la fois obligé le gouvernement à se démasquer déjà, puisque là, il y a eu une violence d'État, ça a été la déferlante de la violence d'État, et puis l'écroulement des partis de gauche, qui ont soutenu à la fin du bout des doigts, et puis les intellectuels aussi démasqués, qui en fin de compte, une fois que tu es payé par la machine d'État, tu vas te faire le porte-voix, le ventriloque de la machine d'État. Et après ça arrive le confinement, enfin la crise sanitaire, on va dire la crise politique, parce qu'en fait c'est plus une crise politique que sanitaire. Et moi, comme j'étais entre l'Italie et la France, je voyais déjà comment les Français allaient être mangés. Et étant énergéticien, j'étais lié à la Chine. Donc je connaissais déjà, par exemple, la chloroquine. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le zinc, les vitamines D, etc. Nous, on le disait déjà, depuis bien longtemps, sur tout ce qui était Covid, en fait, pas seulement le Covid. Et là, drame, puisque mes parents meurent, ma mère, juste avant le jour du confinement. Donc elle prend le Covid. Elle avait une pleurésie, peut-être un cancer, on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais. Mon père, lui, meurt 6 mois après, victime du système. Donc que ma mère, l'agitation hospitalière, elle meurt victime de l'hôpital. Mon père, enfermé chez lui, juif résistant, se disant je ne veux pas revivre ça, et il se laisse mourir, ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'épisode. Donc dans ce livre, tu décris la situation pour ta mère et ton père, et tu parles là justement d'une crise plutôt politique que sanitaire. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ton bouquin et je l'ai soulignée, c'est page 33 où tu écris qu'elle ne cherche pas à survivre à l'hôpital, elle cherche à survivre de l'hôpital. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je n'ai pas le premier à m'avoir... Parce qu'elle est forte cette phrase. M'avoir parlé de cette phrase-là. Ben, c'est bien malheureux. Hein. Mais aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, on ne sait jamais comment on en ressort. Pas seulement pour ma mère, là c'est extrême, mais suite à ça, moi je suis resté lié aux hôpitaux, de par mon père qui était l'avocat des hôpitaux de Paris pendant 30 ans. Les gens ont peur parce que les opérations, très souvent, tu ressors avec des maladies nosocomiales. Il y a des maladies que tu attrapes à l'hôpital. Beaucoup de gens meurent de ça. J'ai un chiffre en tête, c'est en 2013. Il faudra le vérifier parce que ça fait longtemps, mais il y avait déclaré en Angleterre 13 000 morts de troubles iatrogènes, c'est-à-dire dus aux effets secondaires des médicaments ou à des maladies nosocomiales. 13 000, sachant qu'en général c'est extrêmement sous-estimé, puisque ce sont ceux qui sont déclarés, qui ont fait la démarche, qu'on reconnaît comme tel, bon, tu multiplies par 10 facilement. Donc en effet, quand tu vas à l'hôpital, tu ne sais pas comment tu vas en ressortir. Et sans même aller jusque-là, le traitement à l'hôpital est insupportable. Alors on se dit, la limite c'est si on passe du système privé, du système public de la sécurité sociale au système privé. Et la limite, elle n'est même plus là. Ils ont déjà en amont tout détruit. C'est-à-dire que les soignants sont en sous-effectif, sous-payés. Du coup, ça fait une ambiance absolument ignoble. Ils sont stressés, ils deviennent malfaisants même.
Mais je tiens à dire que ce ne sont pas les soignants qui deviennent malfaisants, c'est le système qui fait en sorte, enfin, quand on t'enlève un salaire, quand on te dit que tu dois faire le travail pour trois, qu'on enlève les lits d'hôpitaux, comment tu veux pas être hyper énervé? Et comme humainement, on va se déverser sur la personne qui est là. Ça, c'est quelque chose du système humain à comprendre, profond. Et là, on est dans l'énergie. Quand tu reçois une tension, c'est très rare que tu la renvoies à l'envoyeur. Parce qu'en général, tu reçois la tension, par surprise, l'envoyeur il est loin, donc tu vas redistribuer cette tension sur les gens qui sont autour de toi. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait parler encore des heures, mais c'est ce qui se passe pour l'hôpital et pour tout le service public et même les entreprises, c'est-à-dire tu as une hiérarchie qui va t'envoyer une tension qui est bien protégée et qui te dit maintenant les cocos, débrouillez-vous. Et du coup ça va se redistribuer sur l'équipe, sur les patients. Il y a un autre problème, il y a aussi le problème de la médecine allopathique. Et c'est pas seulement les troubles iatrogènes. La médecine allopathique, c'est conçu comme une médecine de guerre, pourquoi pas, et c'est même utile, sauf que quand tu guéris tout comme une médecine de guerre, tu vas détruire la plupart des systèmes immunitaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une médecine urgentiste doit rester une médecine urgentiste. Or, tu as tout ce qui est les troubles chroniques, les maladies auto-immunes, les allergies, les troubles alimentaires, etc., qui doivent être pris par d'autres disciplines, comme l'énergétique et d'autres, qui doivent travailler conjointement. Or, la médecine allopathique a décidé de ne pas travailler avec ces gens-là. Ça va être des chamans, ça va être des, des charlatans, etc. Donc on est sur une médecine urgentiste qui, au lieu de rester sur sa position forte d'urgence, va s'étendre de manière totalitaire à tout le reste, à toute la santé. Et ça rejoint un petit peu ce qui se passe au niveau politique. L'état d'urgence est devenu un état permanent. Or, l'état d'urgence, si on accepte cet état-là, ça doit être des états très particuliers comme une pandémie, un tremblement de terre, une guerre. Alors là, on est en pandémie, tremblement de terre, guerre permanente. Ça va pas. Donc ça va rendre les gens fous. C'est ce qui se passe à l'hôpital et avec notre médecine à nous, qui est très bien en soi, mais en s'étendant sur tous les domaines totalitaires, fait énormément de dommages. Très bien. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur l'art, parce que en fait, toi, tu es un artiste, tu es profondément un artiste. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis, parce que c'est vrai que dans tous les phénomènes totalitaires, ce qui a été attaqué, c'est toujours la créativité, c'est toujours l'art, c'est ce qui nous connecte un petit peu à autre chose que le matériel. Et comment toi, autant qu'artiste, tu vois les choses par rapport à toute cette période-là qui vient de se passer. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que tu penses de ces mesures, des commerces essentiels, des commerces non essentiels, du fait qu'on ait fermé les librairies, du fait qu'on ait estimé que que la vie se résume à une vie de survie quelque part. Et de ces gens qui justement vont demeurer indomptables parce qu'ils vont refuser d'être réduits justement à si peu de choses. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je te remercie déjà de cette question, parce que la question de l'art, elle est sous-estimée. Et même moi, en tant qu'artiste, je la réévalue aujourd'hui. Alors, juste une petite parenthèse, je ne parlerai pas de matérialisme. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que l'art c'est de la matière, mais aujourd'hui je crois qu'on est plus, la société est sur un esprit d'addiction et de confort. C'est-à-dire que ce qui prend les gens, et ce sur quoi on les a pris, c'est de l'addiction de partout. De l'addiction alimentaire, de l'addiction à des comportements, de l'addiction idéologique, de l'addiction à un certain type de groupe, de l'addiction à la télévision, aux médias. Donc on arrive à prendre physiquement, neurologiquement, les gens sur de l'addiction. Et après tu les tiens. Et aujourd'hui, au bout du compte, l'homme moyen va se dire, il me faut une maison, il me faut un couple d'un certain type, il me faut un certain type de bouffe, il me faut une voiture, deux voitures. Enfin, il y a un certain nombre de besoins, si tu réfléchis, dont on n'a pas besoin. Sauf que le système s'est fait sur de l'addiction. Et l'addiction la plus pernicieuse, ça va être Internet. Parce que, Internet, le virtuel, on va dire plutôt. En ce sens où même si tu veux maintenant faire une communication, on ne te laisse pas le choix que de passer par une nouvelle technologie. Ça, c'est une chose. Concernant l'art, écoute,
La claque, pour moi, c'est la guerre d'Ukraine, en Ukraine. Je vais te dire pourquoi. Parce que je vois bien que, on le sait depuis 2014, que l'OTAN a perdu la guerre, militairement. Sauf qu'en fait, la guerre ne se passe même plus là. La guerre, elle va se passer au niveau des Américains. Comment ils vont faire encore plus d'argent à partir de cette guerre-là, en vendant des armes, en spoliant l'Europe, etc., etc. Et surtout, en la gagnant culturellement. C'est ça qui a été pour moi la goutte d'eau. Ils arrivent, à partir de cette guerre, à rapatrier tout le monde dans leur giron. C'est-à-dire Netflix, Walt Disney, la propagande, la culture américaine exportée. C'est grâce à ce soubassement culturel qu'ils arrivent à décider où vont les peuples. Et ça, je me suis dit, mais merde. En plus, on arrive même à décider qu'est-ce qui est bonne culture, qu'est-ce qui n'est pas une bonne culture. La culture russe, maintenant, elle est jetée à la poubelle. La cancel culture, on choisit qui on veut. Tout à coup, on choisit ce que tu vas pouvoir être et ne pas être. Penser, ne pas penser. Et là, c'est un peu l'identité, entre guillemets, des émotions, du rapport à l'autre, et ce qui est inclassable. Quand tu arrives à prendre cette case-là, et les Américains, là, faut vraiment admettre qu'ils ont été... ils ont compris ça, ils ont compris la force de l'art depuis 1945, avec les plans Marshall et les plans, les plans qui ont suivi et qui étaient concomitants. Et là, c'est une victoire à plate couture culturelle. Et c'est sur ça qu'ils gagnent. Ils peuvent perdre militairement, mais eux, ils ont déjà compris que si culturellement ils ont gagné, ils pourront prendre ton épargne et tu diras, ah oui, mince, c'est à cause des Orientaux. À partir de là, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que si l'art est dit inessentiel par ces fous, enfin, qui ne sont pas fous, par ces marchands, il faut comprendre comme d'habitude le contraire. Il faut toujours les inverser. Donc l'art, essentiel. Donc nous, au lieu de se dire, non, on n'est pas essentiel de rester dans la résistance, il faut dire, pas du tout, on va reprendre notre art en main. Et on va faire une croix dessus. Je te rappelle les Black Panthers, quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller à Hollywood, ils ont commencé à partir des années 60 à prendre leur petite caméra vidéo, à se filmer eux-mêmes et à faire leur propre, le rap, The Last Poet et tous ces gens-là, et à faire leur propre culture. Et ensuite, ils ont été corrompus, et c'est un autre discours. Mais en tout cas, il faut partir du fait que nous, artistes, on est une arme et une perspective essentielle. Et justement parce que l'art, alors pourquoi ? L'art, c'est notre fond culturel. C'est donc ce qui va créer notre identité profonde. Mais c'est aussi, comme je disais, l'accès aux émotions. Quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu mets les grandes émotions en scène, même les grandes notions philosophiques que tu vas ressentir. Tu vas suivre l'histoire, tu vas t'identifier, etc. Et puis, c'est aussi ce qui reste d'inclassable. Quand on est artiste, on est pratiquement tout de suite jeté dans la marginalité, à part les stars qui sont plus des artistes. Et donc, on fait cette expérience-là d'inclassable. C'est un peu, pour l'Occident, ce qui nous reste de liberté. Donc, quand on est artiste, l'artiste, c'est celui qui peut s'exprimer, c'est aussi celui qui va être libre, qui va faire l'expérience de la liberté, donc de la pauvreté, et de la marginalisation et des rencontres improbables. C'est la case inclassable. Pour toutes ces raisons-là, de la case inclassable, de l'émotion et du corps, là, moi, je suis danseur, donc c'est encore un art particulier, on est en fin de compte, j'irais même jusqu'à dire, la pratique à abattre. La pratique à abattre. Et si les artistes, je t'assure, si les artistes avaient réussi à faire, c'est un rêve, hein, avaient fait société entre eux, et s'ils ne s'étaient pas rendus à ce point dépendants de l'État, ou des grosses entreprises, jamais on aurait pu faire passer le plan de la pandémie. Jamais. Parce qu'ils sont écoutés. Parce qu'ils vont parler à autre chose que la raison. Je pense bien les scientifiques, ils vont parler à la raison, c'est important, c'est indispensable. C'est nettement insuffisant. D'ailleurs, comment tu as pris les populations par la terreur ? La population, tu peux leur mettre n'importe quoi dans la tête. Le principe du tiers exclu d'Aristote, il est exclu. Tu peux leur dire oui et non à la fois. Quand ils sont sous la terreur, tu fais accepter n'importe quoi. On n'a pas encore assimilé la profondeur de ce que ça veut dire. Si les artistes avaient été là, unis, jamais ça se serait passé. Alors justement, par rapport aux artistes, comment est-ce que toi, tu as vécu ce qui s'est passé, à savoir cette espèce d'omerta
quand même assez généralisée chez les artistes. Est-ce que tu as de l'amertume? Est-ce que tu as de la tristesse? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends les mécanismes? Est-ce que tu es aigri par rapport à ça? Est-ce que tu leur en veux? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces artistes qui au fond voient bien qu'il y a quelque chose qui déconne, mais qui ne disent rien? En fait, dans ce qu'on a dit avant, on a toutes les réponses. C'est-à-dire, alors, je suis absolument pas aigri, je leur en veux pas, pour la simple raison que ça fait 25 ans que j'ai fait mon deuil de tout le système institutionnel et de ces artistes-là, que je connais en plus, hein, beaucoup. Il y a la question de l'amour et de la reconnaissance. Quand tu es artiste, tu as toujours une déficience, un manque narcissique, qui est moteur. C'est-à-dire tu as envie de te faire reconnaître, il y a aussi ça, il n'y a pas que ça bien sûr, mais ça fait partie de la machine. Et quand tout se passe bien, tu as un public, on s'en fout qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui reconnaît, avec qui tu vas pouvoir partager, évoluer. À partir de là, l'énergie rentre en circulation et tu te guéris. Moi, c'est ce que j'ai pu vivre dans mon milieu underground. Sauf que ça demande un passage très particulier. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le deuil des institutions. Pourquoi? Parce que les institutions ne sont pas là pour t'aimer. Les institutions, elles sont là pour t'utiliser. La reconnaissance qu'elles vont te donner, elles vont décider qui sera et qui ne sera pas. Hein, ça se passe comme ça. Hein. C'est parce que derrière, ça va être politique. Ça va être économique. On est, comme disait Klossowski, un grand philosophe, on est de la monnaie vivante. Et c'est exactement ça. L'artiste, lui, qui n'a pas compris tous ces mécanismes, il va suivre, il va se retrouver en haut de l'affiche sans même savoir qu'il a été un pion complètement utilisé. Donc, moi j'ai compris ça assez vite par les expériences personnelles, parce que je viens de là, du coup j'avais déjà dit que ça déconnait, que c'est pas beau à dire. La reconnaissance, je l'ai. J'ai fait mon deuil des institutions, et quand j'arrive là, ce que j'ai envie de dire, c'est, écoutez, faites tout ce deuil des institutions. Vous n'aurez rien de bon qui viendra de là. Ou si vous travaillez avec eux, sachez qui vous êtes, sachez où vous êtes, sachez que là vous allez faire un compromis, qui peut être nécessaire, hein, moi j'en fais tous les jours des compromis. Mais sachez où vous êtes. En fait, ces artistes, je t'assure, ils ne savent pas qui ils sont, je les côtoie. Ils suivent une mode, et puis à un moment on leur dit, hop, on mise sur toi, et puis ils sont contents, puis on mise plus sur toi, et puis ils sont dépressifs. Non, pourquoi vous faites de là? Si vous voulez être aimé, est-ce que c'est vraiment le Panthéon qui va vous aimer, ou un public qui vous suit, qui vous écoute, qui a des critiques constructives, qui croient en vous, en ce que vous représentez, en l'art? Et l'art, c'est pas que l'artiste, l'art c'est un public, attention. Hein. Pour moi, le public, c'est un tout. On ne peut pas dire l'art et l'artiste, non. C'est l'art, l'artiste et malheureusement les intermédiaires institutionnels. Il faut éviter les médiations institutionnelles le plus possible. Et dans notre époque actuelle, qu'est-ce qu'aurait dit Gainsbourg? Qu'est-ce qu'aurait dit Coluche? Qu'est-ce qu'aurait dit Desproges? Bon, je peux te le tu dire. peux pas... Si, Gainsbourg, je peux te le dire parce que j'étais à un moment un peu proche à mon lycée et tout ça. Et Gainsbourg, mais lui, c'était quelqu'un d'intelligent. Il savait très bien qu'il était dans le compromis. Gainsbourg, il était absolument gêné entre le succès qu'il avait et son âme de poète réel. Gainsbourg, il disait, de toute façon, moi, à côté de Rimbaud, c'est rien. Je ne peux pas dasser parce que j'adore Gainsbourg. Mais il avait conscience des limites que limitait le système. Et donc, ce que je peux dire, c'est faites le deuil des institutions parce que l'amour, vous l'aurez ailleurs. Et vous l'aurez. Vous pourrez réparer et rentrer en circulation. Ça, c'est la chose que je crois que c'est la chose la plus importante. Et une fois qu'on fait ce deuil-là, on va rencontrer d'autres gens. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé pour ces artistes? Tu sais, c'est le système de l'addiction dont on parlait tout à l'heure. Ils ont été pris par le système de l'addiction. Tu sais, c'est simple, c'est comme les médecins corrompus, c'est la même chose. Ah bah tiens, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai, que sais-je, mes addictions. Mon statut social. Oui, mon statut social, mon alcool qui coûte cher. C'est toutes ces choses-là qui, quand tu les mets les unes avec les autres, ça devient une prison. C'est la prison de l'entre-soi, parce qu'en plus ils sont entre soi. Hein. Et ça, on l'a vu dans les Gilets jaunes. Ils ne parlent qu'entre eux et ils ne se font que le relais de la propagande institutionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés par ça. On en revient toujours à cette chose que dans ce système capitaliste, on fait de la monnaie, on fait de l'addiction de la monnaie, on en fait des chaînes. Mais le monde, dans le grand sens du terme, n'est pas un monde capitaliste.
Le capital, c'est comme l'urgence. Tout à coup, on va te dire la vie, c'est tu dois être un petit pion capitaliste selon. Tu dois avoir des rêves de capitaliste. Je vois les jeunes. Je leur demande alors qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je sais pas, mais je veux gagner de l'argent. Voilà, tout est dit. Je ne sais pas, mais je veux gagner de l'argent. Donc quand le monde devient un rêve, je veux gagner de l'argent. Et c'est pareil pour ces artistes avec ce que tu as rajouté, des statuts sociaux, d'entre-soi. Ça te fait une petite maison douillette. C'est une prison. Elle est douillette, mais c'est une prison. Donc se pose la question, tu es un artiste, tu es un public, est-ce que tu veux une prison douillette ou est-ce que tu veux l'âpre réalité riche d'expérience et de vérité? Alors justement, ça me fait penser J'aime bien ton titre, Les Indomptables, parce que pour moi, Les Indomptables, c'est justement tous ces gens qui refusent cette prison, que ce soit des artistes ou non d'ailleurs. Et j'aimerais qu'on revienne sur un passage de ton bouquin qui parle de la révolution imaginaire. Et je savais que ça te ferait sourire parce que je sais que tu t'es fait plaisir quelque part quand même ici. parce que c'est la fête, hein. Une éclaircie révolutionnaire, un élan aussi minime qu'il soit, un souffle de vie dans ce monde compressé. Nous n'avions pas été dispersés violemment en face du commissariat, nous l'avons investi. Nous ne sommes pas restés hors des locaux de la République En Marche qui nous riaient au nez en fermant leurs stores, nous les avons empêchés d'entrer. La reprise des ronds-points ne s'est pas conclue par une destruction rapide à la pelleteuse, nous avons saboté le matériel. Les parlementaires ne sont pas des mous du genou, un masque plaqué sur la figure, rôdaient à piailler sur les manquements de l'état de droit. Ils démissionnent avec panache pour rejoindre les insurrections. Et surtout, la convergence des luttes s'accélère. Les écologistes réalisent que l'effondrement climatique dépend des rapports d'exploitation et que l'énergie dite verte prolonge les dégâts de la pollution. Je continue pas, mais voilà, pour ceux qui auront le bouquin et qui pourront la chance de le lire, voilà, sachez que ça continue, la police se met en grève, les militaires démissionnent, le 49.3 ne fonctionne plus, etc. Donc là, bon, c'est merveilleux, c'est une révolution imaginaire, bien sûr, malheureusement imaginaire, parce que il y a trop peu d'indomptables, quelque part. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce petit passage là, sur la révolution imaginaire? Est-ce que tu avais envie de rêver tout simplement, ou est-ce que c'est un rêve mais en même temps une envie? Qu'est-ce que tu penses de ces indomptables justement qui feraient cette révolution imaginaire? Parce que là on a parlé des gens qui sont plutôt des gens domptés. Qu'est-ce que tu penses des autres? Qu'est-ce que tu penses de ces courageux, artistes ou non d'ailleurs, hein, qui vont au front et qui risquent tout en fait? Ce passage, je l'ai écrit. En fait, je l'ai imaginé pour ma mère. Parce que quand j'allais à l'hôpital, elle, c'était une révolutionnaire. Et comme je savais qu'elle allait partir, je voulais qu'elle parte avec une image de quelque chose de possible. Donc je lui mentais. En fait, j'ai inventé pendant des jours, je prenais les journaux, et je lui disais « Ah maman, aujourd'hui on a fait ci, tout ce que tu dis ». Je mentais, je voulais lui donner de l'espoir qu'elle parte. Tu racontais ça à ta mère? Oui. Je racontais ça à ma mère. En fait, c'est une fiction que j'ai inventée sur des jours durant avec ma mère, et je voyais mes frères avant en disant surtout, vous dites pas ça, vous dites pas ça, vous dites pas ça. Et c'était très compliqué puisqu'elle était prof à l'université en sciences politiques. Donc elle savait très bien ce qui pouvait marcher, pas marcher. Alors je marchais sur des œufs. Et voilà, j'inventais au fur et à mesure des jours le contraire de ce qui se passait, parce qu'en fait on s'est fait défoncer. Mais je voulais lui donner... Je voulais lui donner de l'espoir, parce que ma mère était une indomptable devant l'éternel. Donc je voulais lui dire, maman, t'inquiète pas, on va continuer ton combat, comme elle disait. On va continuer, et ça marche. Donc ça c'est un passage très réel, et elle m'écoutait, et puis quand elle fronçait le sourcil, je me disais, bon là, je suis peut-être allé un peu fort, tu vois. T'écris, hein, je dois être vigilant dans ma fiction, voilà. Je sais qu'elle retient tout, voilà, je sais que, voilà. Et je le vois dans ses yeux, elle écoute attentivement, elle met en relation. Elle met en relation, et puis avec mes frères, c'était hyper chaud. Avant de rentrer, on disait surtout, voilà ce que je veux dire, tu dis pas le contraire, parce qu'on est tous impliqués, on allait aux manifs, donc elle écoutait, et je voyais bien que ça lui donnait espoir, donc ça c'était magnifique. Maintenant, elle c'était une indomptable, absolument. Et elle nous a transmis ça à la famille, et c'est ça que moi je lui transmets. L'indomptable. Alors l'indomptable. Qui est l'indomptable? Voilà. Alors l'indomptable. Bon. Alors voilà, ça c'est un message à tout le monde. L'indomptable, c'est l'énergie à laquelle on doit se connecter. L'indomptable,
c'est une personne avant tout qui ne veut pas être dressée. Qu'est-ce qui est dressé? Tu veux que j'attende un peu parce qu'elle est... C'est pas grave, t'inquiète. Pas grave, ok, ça va. C'est la vie. C'est la vie. C'est- Dresser, ça veut dire dresser l'animal. Hein, on pense à ça, on veut dresser un animal. Et là, c'est l'indomptable, c'est lui qui dit non, vous ne dresserez pas l'animal en moi, mais même ça va loin. Vous ne dresserez plus les animaux. Ça veut dire vous ne ferez plus des poulets en batterie, vous ne ferez plus de batterie, vous ne ferez plus d'OGM. Pour moi, l'indomptable, c'est celui qui ressent l'animal en lui, le végétal en lui, et même le minéral, l'élémentaire. Vous ne dresserez pas l'océan en le polluant, vous ne dresserez pas l'air, vous ne dresserez pas la terre. Ça, c'est l'indomptable, il ressent ça en lui, l'indomptable. Ensuite, ça veut dire, donc vous ne dresserez pas l'homme. Et quel est les camps de dressage, hein? Les camps de dressage, ça va aussi bien, ça passe dans les camps de concentration, c'est les camps de vacances, c'est le confinement. Le confinement, c'est un camp de dressage. On est dans le parc humain avec le confinement. Il dit non à tout ça. Donc c'est profond, indomptable. C'est même plus profond que le capital, tu vois. C'est vraiment un non au contrôle de l'homme sur l'existence. Donc c'est celui ou celle qui dit oui à la vie, qui dit oui à l'existence. Ce oui, donc là j'ai dit, elle a dit non au contrôle, et elle a dit oui à l'existence. Et oui à l'existence, quand tu dis oui à l'indomptabilité, il se passe deux choses. La première, c'est que tu vas te prendre des salves de contrôle dans la gueule. Parce que quand tu es un petit qui se réveille de la matrice, tu sais que là, tu te réveilles, tu t'aperçois, mince, j'ai des tuyaux partout, l'addiction, j'ai des messages contradictoires, mais en fait c'est contradictoire, tiens, ça va pas. En fin de compte, ceux que je croyais mes amis ne le sont pas. L'institution que je croyais m'aimer ne m'aime pas. Tout ce qu'on a dit avant, tout à coup, bam, ça. Sauf qu'il se passe aussi une autre chose, exactement de manière simultanée. Tu as une force de vie et d'amour qui meurt. Et là, tout à coup, tu rencontres d'autres gens. Tu te dis, mais en fait, ce public-là, j'en ai rien à foutre. C'est un autre public que tu vas rencontrer auquel tu n'auras même pas pensé. Tiens, je vais manger différemment. Je m'en fous comment tu manges, ça va être différent. Tu vas plus ressentir de quoi tu as besoin. Tiens, comment tu vas te guérir aussi différemment. Tout va changer et surtout, tu auras une force en énergétique qu'on appelle l'énergie primordiale, qui va monter en toi et qui va se diluer, qui va s'étendre dans toutes les parties de ta vie. Ça va proprement changer toute ta vie. Et tu vas recréer des réactions. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc faut surtout pas être... l'indomptable n'est pas un bisounours. Sinon j'aurais appelé ça les bisounours. Non, l'indomptable, il a compris qu'il va y avoir des forces contraires à lui. Et il faut bien remettre à l'envers. Remettre à l'endroit, c'est-à-dire ce qui est à l'envers. L'indomptable, il va avoir contre lui des forces puissantes et violentes, donc il va se défendre. Il ne faudra pas dire de lui, oh là là, il se défend, il est en guerre. Pas du tout. Il se défend contre la guerre. Ça, c'est vraiment quelque chose, une notion hyper importante à intégrer. Parce que souvent, quand on dit, sur la non-violence, la violence, etc., quand tu te défends contre quelque chose, forcément qu'il y a une violence qui s'est faite. Et le monde est violent. Et une aide indomptable, il est dans un monde violent, et il va naître à ça, il va comprendre ça. C'est pas lui qui est violent. Quand tu défends la paix, tu défends la paix. Mais si tu dis juste je veux la paix, tu vas juste te faire écrabouiller. Tu es un indomptable qui va se faire écrabouiller. Donc l'indomptable, il va créer aussi ces forces légitimes défense, ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et pour aller plus loin, au niveau parce que là j'ai parlé individuel, donc des relations, mais je dirais même au niveau du collectif, alors là, il y a tout un collectif à recréer d'indomptable. Et on en est là. C'est-à-dire que pour le moment, on était dans une société qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'indomptable. Conclusion, tout le monde individualiste, tout le monde addiction, tout le monde qui pense au fric. Parfait, tout le monde dompté. À partir du moment où les gens se réveillent, ils disent « Ah bah non, moi je vais faire du collectif, je ne pense pas qu'au fric. » Et ben, ils vont être tout seuls. Parce que le tissu social n'est pas créé pour ça. Même on enfouit celui-là. Donc les indomptables aujourd'hui, ce sont des êtres qui sont au fond comme ça, et qui se cherchent. On en est là. Et les indomptables, ils ont aussi ils ont le nez, donc ils vont se reconnaître. Sur du vrai cette fois-ci, pas sur les apparences. Et ça va peu à peu créer. Nous sommes en train de créer un tissu d'indomptabilité. Alors voilà, c'est le début, hein, parce qu'on se réveille tous d'un long rêve dogmatique, comme dirait l'autre. Et voilà ce qu'il faut souhaiter, ce qu'on a envie de faire, c'est que on est tous portés par cette indomptabilité. Je sais que j'ai des amis qui vont me parler de mission, qui vont me parler de je me sens porté, de mysticisme.
Chacun a des mots différents. Je repère chez eux qu'ils sont indomptables. Ils ont leurs mots avec leur religion, leur identité, que sais-je. Et au contraire, il faut qu'ils gardent ça. Mais je sais qu'en dessous, c'est l'indomptabilité qui agit. C'est notre part d'animal, notre part de sensibilité profonde, notre part d'émotion. Émotion, ça veut dire mouvement. L'indomptable, c'est celui qui est en mouvement. Il ne s'arrête pas. Il faut faire attention. Le capitalisme n'arrête pas de parler de flexibilité, d'adaptation. C'est pas vrai. Il vous veut dresser en train de répéter les mêmes choses et d'obéir. Ce sont des faux mots qu'il utilise à chaque fois pour faire croire ce qu'il aimerait être et qu'il ne pourra jamais être. Les systèmes de pouvoir rêveraient d'être le mouvement, parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus insaisissable, mais à partir du moment où ils veulent le posséder, ils le corrompent. L'indomptable, il dit, moi je suis indomptable et je n'essaye pas de posséder quoi que ce soit, je suis indomptable et je suis la vie. J'ai une dernière question pour toi. J'aimerais qu'on parle de cette phrase à la fin, où tu écris justement, et ça va faire une très bonne transition, parce que tous ces indomptables dont tu parles, c'est probablement d'eux que viendra le salut de l'humanité, si salut il doit y avoir. Et j'espère qu'il y aura un salut, et je crois qu'il y aura un salut. Je pense que toi aussi. Notamment parce que tu écris que c'est par la reconnexion à l'énergie primordiale, justement, que nous pouvons sentir frémir les germes de la prochaine société extraordinaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette phrase? Oui. Alors le salut, oui. Je dirais même le salut est déjà là. Dans notre rencontre ici, dans les gens qui vont nous écouter, qui vont rediffuser ça, dans ce tissu qu'on est en train de faire, qui est le début de cette société extraordinaire. Le salut, ça y est, on est en train de le vivre. De toute façon, on va tous mourir. Il faut savoir dans quel état d'esprit on veut mourir. Est-ce qu'on veut mourir sous tous les tuyaux de l'addiction, ou bien avec cet élan de rencontre où nous, on sait en tant qu'indomptable, quand on a pris cette vague, qu'on est avec des gens comme ça, qu'on fait des projets comme ça, on a un plaisir que même Bill Gates ou je sais pas qui n'auront jamais. Ils ne pourront jamais avoir ça pleinement. Parce que dès que tu veux posséder ce plaisir-là, il se disparaît. La société extraordinaire, du coup, on est en train de la faire. Alors tu sais, pour résumer, on dit en énergétique, puisque tu as parlé d'énergie primordiale, qu'il y a 5 corps, dans ma pratique. Tu as le corps individuel, le corps de l'autre, le corps du groupe, le corps de la nature et le corps cosmique. Pour que l'indomptable puisse surgir dans toute sa force, il faut que les 5 corps soient reliés ensemble, par le mouvement. Ce mouvement insaisissable, cette énergie insaisissable. Ce qui est important de retenir, c'est que enfin il est temps pour nous de comprendre que nous sommes ces 5 corps à la fois. Cette société extraordinaire, c'est la société qui sera dans l'expérience instantanée, concomitante de ces 5 corps. Si tu es que sur l'individu et tu fais du yoga toute la journée, tu n'y arriveras pas. Si tu es sur ton couple et tu comptes sur ta compagne ou ton compagnon pour t'en sortir, tu n'y arriveras pas. Si tu vas t'investir dans le collectif et oublier ton couple et ton individu, tu n'y arriveras pas. Si tu n'as pas compris la force que te donne la nature, il suffit que nous on fait des stages énergétiques, on sait très bien que c'est 50% de la nature qui va dépendre des gens. Quand je dis la nature, j'intègre aussi la ville, mais une ville en harmonie. Et de même le cosmos, c'est-à-dire les grandes questions de la vie, le sens de la vie, de l'amour, etc. Si tu n'es pas branché sur ces questions, tu n'y arriveras pas. Mais il faut que tout ça soit mis ensemble. Du coup, la société extraordinaire, là je parle des fondements, il n'y a pas de programme. Surtout, je ne suis pas là, je pense que personne n'est capable de donner un programme. Si on se donne un programme, il faut que ce soit un programme, on va dire, provisoire, pour avancer, comme tous les objectifs. Il faut se relier à cette énergie-là qui, elle, nous dira exactement ce qu'il faut faire sur le moyen terme, sur le court terme, sur le long terme. Quand tu es relié à cette énergie, on sait ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est en train de faire ce tissu-là. Tu m'aurais demandé il y a un an, je sais pas. Mais en étant relié à cette énergie indomptable, maintenant on sait. On est en train de faire les fédérations, on rencontre les gens de Bretagne, on rencontre les gens de ceci. Là, je commence à avoir enfin les réponses que je t'ai données un petit peu, que je n'avais pas avant. Je ne suis pas arrivé en disant il faut faire ça. On s'est branché sur ça, puis les réponses elles viennent d'elles-mêmes. Comme les Gilets jaunes, le collectif il s'est créé de lui-même, on a trouvé des réponses de nous-mêmes. C'est très important d'oser l'indomptable. D'oser, on y va, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de programme, mais on a confiance. Ça, cette société extraordinaire, il faut qu'elle s'ancre dans cette réalité-là de confiance, confiance en l'existence, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est la chose que nos dominés dominants, nos tenants du système de domination sont incapables de penser, mais même, je vais te dire,
ils ont peur. Ils ont peur de penser ça. Ils ont peur de l'indomptable. C'est pour ça qu'ils contrôlent de partout, en fin de compte. Et il suffit d'un indomptable dans la pièce pour que ça y est, ils deviennent fous. Ils ont raison. Ils ont raison parce que l'indomptable, de toute manière, est plus fort que tout. Le premier indomptable, c'est la mort. Elle arrivera pour tout le monde. Alors, faisons avec. Au lieu de la nier, d'essayer de devenir immortel ou de se cloisonner alors que de toute manière, elle viendra. Mais écoute, merci beaucoup Tristan. C'était un bonheur de t'écouter. Vraiment. Je voudrais ajouter une petite chose. Vas-y, je t'en prie. Sur ce tissage-là, il faut penser au Quilombo. Au Quilombo, c'était des sociétés d'esclaves qui ont créé des sociétés... Ah, pardon. Vas-y, t'inquiète. Qui ont créé des sociétés parallèles. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, le système est très fort, très avancé. Je ne pense pas que ce soit le moment de le prendre de front. Il faut se donner le temps de se constituer. Et vraiment, je dis à tous nos amis résistants, patience, patience. C'est dans la patience qu'on va se rencontrer, qu'on va se connaître, qu'on va se fortifier. Je sais bien qu'on a envie, c'est tellement injuste, c'est tellement fou qu'on a envie de... Mais là, il va falloir s'armer de patience, comme on dit. Et de cette patience, on va vraiment se solidifier. Voilà. Et les quilombos, ça a été les esclaves qui n'ont pas eu le choix de s'armer de patience, ils étaient ancrés dans la société. Donc il ne s'agit pas de faire sécession, ou pas seulement de faire sécession, pas seulement de foutre en terre l'État, qu'est-ce qu'on mettra après, de penser à un programme, pas seulement d'être dans l'autonomie, etc. Non, non, non. Il faut être patient pour que toutes ces bonnes idées-là commencent à se mélanger entre elles et nous donnent quelque chose après sur lequel on pourra s'appuyer. Très bien, bah merci beaucoup. En attendant, pour garder patience, je vous conseille donc de lire ce livre, Les Indomptables, de Tristan Edelman aux éditions Talma. Et j'aime beaucoup cette phrase à la fin où, je vais pas vous la lire parce que je préfère que vous achetiez le livre, mais tu parles de justement la joie d'exister. Oui. Et c'est ça, je pense, la clé. C'est la clé. Absolument. C'est la clé. La joie de l'indomptable mènera quiconque va vers l'indomptable aura la joie d'exister, quelle que soit son existence. Merci beaucoup Tristan. Je t'en prie. Merci beaucoup.